La couleur, c'est un sujet dont vous n'avez pas encore beaucoup parlé et dont on parle beaucoup mais dont on ne comprend pas grand-chose. D'ailleurs, d'illustres penseurs comme Wittgenstein ont pu dire que la couleur, on ne peut pas la décrire. Si vous me demandez c'est comment le rouge ou c'est comment le vert, je ne peux pas vous le décrire. Je peux vous dire c'est comme la verdure ou c'est comme le ciel pour parler du bleu, mais si vous êtes aveugle, vous n'avez jamais vu le ciel, jamais vu un arbre, ça ne vous dit rien. Donc ma seule solution, c'est de vous le montrer. Et là, je peux vous en montrer toutes sortes de nuances, parce que les nuances sont infinies, parce qu'au fond, les couleurs, on les a isolées d'une façon arbitraire, selon les instruments et selon les idées, dans un flux de lumière, où il n'y a pas de distinction, c'est pas comme les touches d'un piano, do, ré, mi, on voit bien à la touche, et même les bémols. Bon, tandis que les couleurs, c'est un flux continu. Alors bien sûr, prenons l'exemple de l'arc-en-ciel. Vous me direz, dans l'arc-en-ciel, on voit bien les 7 couleurs. Là, on voit bien qu'il y a une distinction. Sauf que Newton lui-même, qui a analysé la couleur avec un prisme pour décomposer la couleur blanche et faire apparaître les différentes couleurs, il ne voyait pas très bien, et puis il en avait compté plutôt 8 ou 10, et il a demandé à un de ses assistants, plus jeunes, qui avait une bonne vision, « Quelles sont les couleurs que tu vois, t'en vois combien ?» Il y a des philosophes de l'Antiquité grecque qui ont envoyé 11 couleurs dans l'arc-en-ciel. Alors, 7 couleurs, c'est un peu arbitraire, c'est comme les 7 notes de musique. On est dans un continuum de lumière. Et l'idée même qu'a eu Newton de décomposer la lumière et de faire apparaître dans sa chambre noire des couleurs distinguables, c'était une idée très choquante. Parce que la couleur, à son époque, c'était la couleur de la lumière divine. Et on ne divise pas la lumière divine. Dieu, c'est l'unité. C'était un peu un outrage à la théologie. Et ça n'a pas toujours été très bien reçu. Et puis, ça fait très longtemps qu'on se demande ce que c'est que la couleur. Picasso, comme je le dis en exergue de mon livre, il dit « Avant de mourir, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est que la couleur. » Et au fond, j'ai répondu à Picasso dans ce livre. Et pour annoncer la couleur, comme on dit dans l'expression, la conclusion de ce livre, la mythanalyse de la couleur, c'est les couleurs de l'univers, ce sont les couleurs de nos mythes. Nos mythes, ce sont nos imaginaires sociaux. C'est une sociologie des imaginaires sociaux que je fais avec la mythanalyse. Ma réponse aussi n'est pas très claire, parce qu'il y a des mythes contradictoires. Le blanc est la couleur du deuil en Chine, c'est la couleur de la virginité en France. Donc on voit bien que cette même couleur, le blanc, a deux interprétations complètement opposées qui relèvent non pas de la physique ou de la science des couleurs, mais qui relèvent de l'idéologie locale, de l'imaginaire, de la tradition chinoise ou de la tradition occidentale. Alors c'est un sujet extrêmement difficile. Et j'ai passé 50 ans à y réfléchir, et ce livre, La mythanalyse de la couleur, c'est le deuxième. Parce qu'en fait, il y a deux tendances dans la couleur. Une tendance qui est celle des institutions, de la raison, qui est d'attribuer les couleurs à des fonctions sociales précises, comme par exemple le blanc du mariage ou le rouge du guerrier, ou bien en Ukraine, j'en parle parce que c'est assez important actuellement, le bleu du ciel et le jaune des céréales, qui sont deux couleurs qui sont devenues, au-delà du ciel et du champ de blé, qui sont devenues les couleurs de l'Ukraine. Et là, on voit bien que l'actualité donne au drapeau ukrainien soudain une signification bien différente de celle du paysan qui cultive son champ. Et en général, on ne sait pas très bien quoi dire des couleurs. On est actuellement dans une subjectivité très grande. Pourquoi j'ai choisi ce noir pour mon chandail ? Je pourrais vous répondre, je suis en deuil si j'étais une veuve portugaise, ou bien si j'étais avec l'islam. Mais moi, je l'ai choisi pour dire qu'aujourd'hui, la couleur, ce n'est plus la couleur du diable, c'est plus la couleur du péché, c'est plus la couleur du mal, comme à l'époque de la théologie chrétienne. C'est une couleur primaire comme les autres. C'est-à-dire, j'aurais pu choisir un chandail rouge ou bleu
pour moi, aujourd'hui, le noir, c'est une couleur comme les autres. Les couleurs telles qu'on les voit, finalement, ça change avec les sociétés et les époques. Ce qui est intéressant avec la mythanalyse, dont je dois dire quelques mots, c'est qu'elle analyse les mythes actuels. Ce n'est pas de la mythographie ou de la mythologie, c'est les mythes actuels. Et il nous manquait un chapitre très important dans la sociologie, qui est mon domaine d'études universitaire, c'est que nous n'avions pas, parce que je prétends en créer une sociologie des imaginaires sociaux. Ce livre est très ambitieux parce qu'il repose sur l'idée que les imaginaires sociaux varient selon les sociétés et les époques, selon les idéologies, et que donc on peut faire une sociologie des imaginaires sociaux, c'est-à-dire des mythes. Parce que pour dire les choses très simplement, un mythe, c'est comme une condensation d'un imaginaire social. Prenons Dieu, pour être un peu provocateur, c'est un mythe. Bon, il n'est pas le même, il y a 3 dieux monothéistes, mais il n'est pas le même dans ces 3 religions. On voit bien que ce monothéiste, qui est un Dieu unique, qui dit une vérité et une seule, il a des interprétations assez différentes dans la religion hébraïque, l'islam et le catholicisme, ou disons le christianisme. Donc on voit bien qu'un mythe dépend idéologiquement de la société et de l'époque. Et les mythes, ça s'invente et ça meurt, et ça se réactualise et ça se transforme. Je suis très content que le mot figure dans la couverture de ce livre. Je fais entrer la mythanalyse dans la bibliothèque des sciences humaines. Pour moi, c'est très important. Les couleurs, aussi importantes qu'elles soient dans ce livre, qui est assez épais, pour moi, c'est un domaine d'étude comme un autre de la mythanalyse. C'est l'irrationnel qui gouverne les sociétés. Quelqu'un qui essaye de gouverner une société rationnellement rencontre les pires difficultés avec les rumeurs, les mouvements de foule, les frustrations, les haines. On accuse aussitôt le gouvernant d'être un affreux économiste qui prétend rationaliser une société selon les règles arithmétiques de l'économie. Donc par ailleurs, on sait très bien que l'économie est très irrationnelle. Les paniques, les vendredis noirs, etc., ce sont des événements qui sont sur l'imaginaire de ce que va devenir la richesse d'un pays, la société, la valeur d'une action. C'est très difficile. Il y a eu des grandes thèses des grands économistes qui ont fait valoir que l'économie est un domaine, bien que ce soit un tableau de bord complètement arithmétique et extrêmement rigoureux, avec des algorithmes maintenant extrêmement précis, on voit bien que l'économie est, pour le meilleur et pour le pire, un domaine très irrationnel. Pourquoi j'ai choisi la couleur parmi les sujets sur lesquels je travaille dans le domaine de la mythanalyse? Parce que justement c'est un domaine irrationnel. Avant de parler du côté rationnel des couleurs, je vais parler de l'irrationnel avec un exemple de sociologie. Durkheim, qui est un des grands fondateurs de la sociologie, a choisi un jour de faire la sociologie du suicide. Pourquoi il a choisi le suicide? Ce n'est pas parce qu'il était suicidaire, c'est parce que le suicide, par excellence, si je peux dire, par malheur, disons-le plutôt, le suicide c'est un acte individuel, pas sociologique, c'est un acte tout à fait intime. Éventuellement, celui ou celle qui se suicide ne sait pas vraiment expliquer pourquoi. C'est un malaise, c'est un désespoir, ça ne se chiffre pas. Il y a des statistiques sur le suicide, bien entendu, mais c'est un domaine particulièrement inaccessible à l'objectivité des faits sociaux, tant il est intime, personnel, singulier et exceptionnel, etc. Et quand il a pu démontrer qu'il existait une sociologie du suicide, en constatant par exemple que dans les familles très solidaires, il y a moins de suicides que dans les familles, disons, défaites. Par exemple, la société juive, c'est une société très solidaire. Il y a beaucoup moins de suicides dans une société juive que dans une société protestante, beaucoup plus individualiste et protestante finalement contre le dogme. Il a comme ça établi une loi qui est que plus une société est solidaire, moins il y a de suicides, plus elle est anarchisante, plus elle se déstructure, plus il y a de suicides. Bon. Et l'exemple qu'il donne encore, c'est la guerre. Il y a beaucoup moins de suicides en temps de guerre qu'en temps de paix. C'est quand même significatif, parce qu'en temps de guerre, on serre les coudes. Il y a une solidarité qui se cimente. Bon. Alors, moi j'ai choisi la couleur parce que c'est un petit peu la même chose. La couleur, on ne sait même pas la décrire à un aveugle, comme je disais tout à l'heure, et puis finalement, c'est très subjectif. Des goûts et des couleurs, chacun selon son bon plaisir.
Alors ça, c'est le côté irrationnel de la couleur. Donc j'ai pensé que si j'arrivais à créer une sociologie de la couleur, je faisais, suivant l'exemple de Durkheim, un travail démonstratif. C'est pour ça que j'ai choisi les couleurs à l'origine de ce travail il y a 50 ans. Les sociétés sont prises avec l'irrationnel et la singularité des couleurs. Mais la couleur, c'est un peu la folle du logis. Bon. Et donc, les sociétés ont choisi des couleurs symboliques, extrêmement codées. Les couleurs du drapeau, les couleurs des rituels, les couleurs des objets magiques, les couleurs de tous les objets qui ont une importance, par exemple aujourd'hui dans la société contemporaine, urbaine, à cause de la concentration urbaine, à cause de la vitesse du rythme social qu'on a aujourd'hui, ça prend une signalisation urbaine et routière avec des couleurs très discriminées, très précises. Je ne peux pas répondre à l'agent de police qui veut me mettre une contravention. Vous savez, le feu était encore à moitié vert, moitié orange. Ça ne marche pas. Les sociétés ont réduit la gamme des couleurs pour mettre de l'ordre. Et elles s'en servent comme un langage social, intégrateur, exigeant, sanctionné. Et par exemple, les bourgeois qui voulaient porter la pourpre impériale ou des rubans dorés comme au temps de Louis XIV étaient sanctionnés parce qu'ils utilisaient les couleurs qui étaient la marque distinctive de l'aristocratie ou du haut clergé. Et depuis les Romains, déjà c'était comme ça, jusqu'à maintenant, au point qu'à l'époque des Romains, il y a des gens de la classe commerçante moyenne qui n'étaient pas des sénateurs ou des gens de l'élite politique de la société romaine ou grecque d'ailleurs, qui ont commencé à faire des imitations des couleurs. Parce que la pourpre, ça coûte très cher. Ils n'avaient pas les moyens de se payer un vêtement pourpre. Mais ce n'était pas encore l'industrie des couleurs comme on a maintenant. Mais donc, ils ont appris à faire des pigments faux pour pouvoir porter pour pas cher les couleurs du pouvoir. Ce sont des problématiques qu'on retrouve tout au long de l'histoire de l'Occident et des autres populations. Dans mon livre précédent, Les couleurs de l'Occident de la préhistoire au XXIe siècle, je fais un tour de ces différentes sociétés. Je montre, comme ici aussi, que dans les sociétés premières, les couleurs étaient magiques, étaient sacralisées selon les rituels, selon les 4 points cardinaux. L'Est est une couleur, l'Ouest une autre couleur, etc. Donc les sociétés se sont servies des couleurs pour gérer l'ordre social, pour l'imposer, pour le faire valoir, pour le mettre en évidence, et ils se sont servis des couleurs pour mettre de l'ordre. On peut faire des raisonnements parallèles. Par exemple, aujourd'hui, dans le commerce, les couleurs vives vendent mieux, mais ça peut changer d'époque selon la mode. Et les colorants alimentaires, par exemple, vendent mieux le sucre de canne quand il est bien blanchi, ou vendent mieux le poisson sur le marché quand il y a un éclairage froid au-dessus de l'étal. Les couleurs sont devenues les couleurs de la publicité. Les couleurs des voitures, par exemple, j'en veux une jaune, j'en veux une rouge. Il y a une époque où on ne voulait que des noirs. Maintenant, on a diminué la gamme des couleurs parce que c'est plus distingué d'avoir des couleurs moins voyantes. Si je prends l'exemple du noir, le noir de Montchandail, à l'époque de Napoléon, quand Napoléon a été élu empereur, il voulait rétablir un ordre aristocratique de l'Empire. Il a choisi donc le vêtement qu'on appelait à l'antique, donc noir et blanc. Pourquoi noir ? Parce qu'il croyait que les empereurs grecs avaient des toges noires. Ils n'étaient pas très au courant, ils avaient des toges blanches. Mais peu importe, c'était la couleur du pouvoir. Et puis d'autre part, c'est la bourgeoisie qui avait fait la Révolution française. La bourgeoisie, c'était qui ? C'était les notaires, les médecins, les gens qui ne voulaient pas avoir des couleurs chamarrées comme des aristocrates, qui dépensaient des fortunes pour s'habiller de couleurs voyantes à la cour de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI. Et là, il y avait la compétition. Et eux étaient des gens sérieux. On pouvait les croire quand ils faisaient un contrat. Donc, ils évitaient ces couleurs-là. Et par ailleurs, ils étaient réformistes. Et donc, par rapport à l'étalage de couleurs du haut clergé, qui s'habillaient comme des princes et d'une façon extrêmement voyante aussi, on le trouve encore dans les vêtements sacerdotaux aujourd'hui. La réforme a réformé y compris sur l'excès de couleurs de l'aristocratie.
Donc le noir, c'était la couleur de la Réforme, la couleur des protestants, la couleur des bourgeois qui voulaient prendre le pouvoir. Ils ont capté le pouvoir après la révolution paysanne et urbaine du monde pauvre parisien, par exemple, mais ensuite, pendant tout le XIXe siècle, le noir est resté la couleur dominante pour assurer chacun que le commerçant qui vous vend quelque chose, le notaire qui signe votre acte de propriété, le médecin qui va vous soigner est quelqu'un de sérieux, pas un dandy. À l'époque des thermidoriens, il y a eu par exemple cette petite réforme. Les thermidoriens se sont habillés comme des princes de l'aristocratie. Ça n'a pas duré longtemps. Robespierre et Danton étaient habillés en noir. Bon. Et cette couleur, le noir, est restée la couleur de la bourgeoisie pendant tout le XIXe siècle. Sauf que certains peintres, vous connaissez Matisse, vous connaissez Degas, vous connaissez Manet, certains peintres ont commencé à utiliser le noir comme une couleur, pas seulement dans les vêtements des bourgeois qui le représentaient, mais comme une couleur, par exemple, pour un objet, pour des rideaux. Et donc, progressivement, le noir est devenu une couleur, alors qu'avant, il était l'absence de couleur. Et ça, c'est très important. Et depuis, le noir est vraiment devenu dans la mode, dans l'habillement. Il y a des moments même où j'ai oublié son nom, mais une designer importante proposait pour les nouveau-nés des emmaillotages noirs. Parce que ça vendait, parce que c'était nouveau. Donc la couleur, ça aide à vendre. La couleur est devenue une marchandise avec le capitalisme, pour dire ça en deux mots. Alors vous voyez, ça ouvre toutes sortes d'horizons sur ce charivari, ce brouillamini de couleurs où on ne s'y retrouve plus aujourd'hui. La règle que j'ai établie, que je crois avoir démontrée à propos des couleurs, c'est que plus une société se déstructure idéologiquement, on commence à croire un peu à des choses variées et contradictoires, et socialement, structurellement, plus les codes rigoureux de la couleur dans cette société aussi se déstructurent. Par exemple, le fauvisme, la peinture fauve, déjà avec Van Gogh, mais surtout avec Vlaminck, au début avec Matisse. C'était pas seulement du barbouillage, comme on disait pour les impressionnistes, c'était un seau de couleur jeté à la figure des bourgeois. C'était des anarchistes, et ils utilisaient la couleur pure comme un mouvement anarchiste. Ça veut dire à ce moment-là que ce n'était pas simplement, comme dans la peinture impressionniste, de colorer davantage les visages ou d'oublier le clair-obscur de l'atelier pour aller peindre la couleur pure, lumineuse en plein air. C'était de mettre exprès du violet sur le nez ou du vert sur la joue d'un portrait féminin. C'était vraiment la provocation. Et effectivement, aussi Rimbaud, quand il dit pour les voyelles A, bleu, etc., c'est aussi une provocation. Les voyelles n'ont pas de couleur, c'est indémontrable scientifiquement ou rationnellement. Mais c'est de dire l'autonomie des couleurs. On n'est même plus dans un système comme le solfège musical do-ré-mi. Les couleurs prennent une autonomie, deviennent anarchistes, et elles surgissent et elles se combinent selon le caprice, à la limite leur propre caprice. Alors c'est vraiment un mouvement de déstructuration du solfège chromatique, si je puis dire, comme si maintenant on enlevait le solfège de la gamme musicale sur laquelle on a vécu depuis tant de temps et que les notes de musique se mettent à danser d'une façon complètement désordonnée. Et c'est le même phénomène. Les couleurs sont tellement difficiles à définir, à distinguer et donc à gérer, par exemple pour les industries des textiles, de la coloration des aliments, que c'était inconfortable de ne pas avoir une science des couleurs, une science rationnelle, scientifique et rigoureusement scientifique. Donc l'essai a été fait. D'abord, Chevreul, au XIXe siècle, qui a beaucoup été lu par les impressionnistes, qui était directeur des manufactures des Gobelins à Paris, ça lui prenait, par rapport aux couleurs, une désignation, parce qu'on met un fil de telle couleur ou de telle couleur dans une tapisserie. La seule solution qu'il a trouvée, ça a été de numéroter des échantillons. Donc il atteint des échantillons en demandant à chaque fois que le rouge soit un peu plus saturé ou le bleu un peu plus vert, il les a numérotés.
il est arrivé à un grand nombre de numéros, de plusieurs milliers. Bon. Ça a permis de dire, je veux dans cette tapisserie du bleu couleur 272. Donc il y avait un contrôle réglementaire ou précis. Bon. Sinon, on dit quoi? J'aimerais un bleu qui soit un peu réchauffé. Ça ne marchait pas. Ça, c'est le premier essai. Et puis ensuite, on a fait des échantillonnages, des Pantones, c'est-à-dire des petits papiers sur une vis assez épais, où on choisit là-dessus pour la couleur du salon, le carrelage de la salle de bain, la couleur que l'on veut, et on va chez le marchand de peinture et on a un numéro de Pantone. Bon. C'est la suite du travail qu'a fait Chevreul. C'est pas suffisant parce que la couleur, elle dépend aussi des couleurs qui sont à côté. Si un rouge est dans une grande surface bleue, il ne va pas apparaître du tout le même rouge que s'il est tout seul sur une surface blanche. Il y a les problématiques optiques aussi des couleurs complémentaires. Donc, il y a les couleurs de l'environnement qui influencent la perception qu'on a du même bleu ou du même rouge. Bon. Il y a aussi l'effet de surface. Je suis sur de la laine, je suis sur du papier, je suis sur de la tôle, sur du bois. Le même rouge, du même pot, ne va pas donner du tout la même perception. Il y a aussi la vitesse avec laquelle je le vois. Il y a à peu près 2000 paramètres. Alors, on a inventé pour ça une science, la colorimétrie. Ça vient avec l'époque industrielle, une époque aussi où on a inventé le tube de couleur. 1841, le commerce invente le tube de couleur. L'artiste peut aller dans le plein air avec un tube de bleu, un tube de rouge, donc il va les mélanger un petit peu, mais ça a tendance aussi il y en a qui se mettent à peindre avec le tube la couleur pure. Bon. Si j'ai un accident de voiture aujourd'hui, et puis j'ai une aile enfoncée, ma voiture qui était blanche, je l'ai achetée il y a 4 ans, elle n'est plus blanche. Et naturellement, si je vais rechercher ma voiture réparée et puis que je vois une aile qui vient de l'usine, le blanc d'origine, je vais protester. Ça se voit qu'on a réparé. Donc, il faut que je puisse aussi mesurer le vieillissement d'une couleur. Donc, la colorimétrie, c'est une science où on essaye d'organiser les systèmes de couleurs. Au tout début, selon des étoiles avec les couleurs complémentaires. Ensuite, selon les fréquences, parce que les couleurs, physiquement, c'est des fréquences. Alors, on numérote la fréquence aussi. Et puis, la colorimétrie est devenue extrêmement importante pour effectivement faire un raccord dans la restauration d'un tableau ancien ou une réparation sur ma voiture. Et là, c'est très important et très utile et très efficace. J'ai exactement, quand je reprends ma voiture, on ne voit plus qu'une des ailes a été remplacée ou repeinte. Donc on a un usage social évident. Mais c'est tellement complexe qu'au bout du rouleau, si je puis dire, on a un système scientifique avec, mettons, seulement 20 paramètres. Ce n'est plus gérable, ce n'est plus représentable en 2 ou 3 dimensions. Alors, on fait des mesures avec des capteurs de couleur, capteurs de fréquence, etc. Et les appareils existent, mais ce n'est plus du langage courant, ça devient un travail, disons, industriel. Il n'est pas possible d'utiliser la colorimétrie pour parler en général des couleurs, parce qu'il y a 50 paramètres, et on arrive avec des fréquences, des images, des images d'une telle complexité qu'il y a une limite à ça. Et à un moment, on est dans l'approximation, parce qu'on ne peut pas tenir compte de tous les paramètres qui déterminent la perception qu'on a d'une couleur. Mais la même couleur, la même voiture, il fait nuit, il fait jour, etc., etc. Le même blanc, si je remets un blanc neuf, il va apparaître, ça ne va pas se voir en plein soleil, mais dès que le soleil tombe, on va voir apparaître. Comment tenir compte de tout ça? Bon, c'est impossible. Donc la science, entre guillemets, vraiment la science dure, positiviste de la couleur, a rencontré ses limites, et tout le monde s'accorde là-dessus que ce n'est pas gérable au-delà des usages industriels précis. Moi, je ne suis pas un réparateur, un carrossier, j'ai ma liberté de peindre. Comment j'utilise les couleurs? Ça dépend de quel artiste je suis. Si je suis un artiste pop, je vais forcer la saturation des couleurs comme les objets du commerce. Comme par exemple, très important, quand le plastique a été développé, quand on a pu acheter un manche à balai, un seau en plastique, ce qu'on appelait les marchands de couleurs. Donc,
Ils attiraient la clientèle avec les objets en plastique sur le trottoir devant la boutique, très visibles. Et puis effectivement, la matière plastique, il n'y a pas de couleur noble à l'origine, donc on décide de faire le seau bleu ou rouge ou vert. D'ailleurs, on offre la gamme. On peut choisir son seau pour la cuisine, pour la serpillière. Si on préfère avoir un seau bleu ou jaune, c'est plus excitant ou c'est plus calmant. Bon. Si je choisis de faire un art très subjectif, je vais chercher la sensibilité, je vais chercher la nuance. Il y a 50 000 gris différents. Il y a des artistes qui font ce choix-là. Et puis, des artistes qui font le choix du monochrome. Ce sont des démarches artistiques très différentes. Bon. Si je suis un artiste sociologique, je vais essayer d'avoir un langage clair, iconique. Donc, si je veux parler de la nature fragile, je vais effectivement choisir le vert le plus ordinaire. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Et si je peins la planète en vert ou en bleu, c'est évident que ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Yves Klein était un rosacrucien mystique, il pensait qu'il était dans l'énergie cosmique. Donc lui, il disait par exemple, s'il y a une mouette blanche dans mon ciel méditerranéen, c'est un niçois, ça le désespérait. Et il a fait des peintures de bleu vif, ce qu'on appelle le bleu Yves Klein, qu'il a breveté, qui était le bleu le plus saturé qu'on puisse faire, et pour lui, c'était l'énergie cosmique qu'il mettait dans ses peintures, les anthropométries féminines, quand il a choisi de faire avec des femmes qu'il appelait des femmes pinceaux, nues, qui se collaient contre un mur une fois enduites de bleu Yves Klein, et restaient les traces. Bon. Et pour lui, le bleu, c'était le bleu cosmique. Bon, c'est quasiment mystique. Bon. Moi, je ne suis pas dans la mystique du tout, donc je choisis des couleurs signalétiques. Je viens de faire par exemple une quarantaine d'autoportraits en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que le noir, même si je dis que c'est une couleur primaire comme les autres, je l'interprète encore comme une couleur mentale, une couleur qui n'est pas voyante, qui n'attire pas l'attention sur le monde extérieur, mais plus sur le mental. Et ces 40 autoportraits, c'est un petit peu mon cosmos mental, les idées importantes pour moi. Donc c'était pour moi la couleur qui s'imposait pour ne pas distraire du message que je voulais dire sur la mythanalyse, sur l'éthique planétaire, etc. À d'autres périodes, j'ai choisi des couleurs signalétiques urbaines pour dire d'autres choses. Mais c'est évident que j'essaye. Quand je dis j'essaye, c'est parce qu'il faut bien faire des... Non seulement il faut être modeste, mais il faut être réaliste. Je ne suis pas sûr que je suis lu comme j'ai voulu m'exprimer. Mais c'est évident que, par exemple, si je fais maintenant une période de peinture sur le thème de la mythanalyse, les imaginaires sociaux, je vais aller chercher les couleurs. Par exemple, j'évoque Prométhée. Je vais aller chercher les couleurs du bleu grec. Bon. Mais le bleu grec, encore, ça me pose des problèmes. Parce que Homère n'avait pas le mot bleu. Il disait bleu mer, ou il disait la mer. Ça voulait dire le bleu. Il y a tout un travail qui a été fait jusqu'au point où, à un moment, des chercheurs britanniques au XIXe siècle, et même un ancien Premier ministre, Gladstone, à un moment, il s'intéressait à autre chose que la politique. Il a publié un livre pour dire que les Grecs ne voyaient pas les couleurs, parce qu'effectivement, Homère ne cite pas de couleurs. Il parle de la forêt, il parle de la mer, mais il ne dit pas des couleurs. Il n'y a pas un vocabulaire très très limité. Il a fait très sérieusement, et comme il était Premier ministre où il avait été, ça a été beaucoup diffusé, une thèse selon laquelle les Grecs ne voyaient pas les couleurs, achromatiques. Bon. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas non plus, ce que l'archéologie a montré depuis, que les façades des temples grecs, même s'ils étaient en marbre, étaient polychromes. Les sculptures qu'on admire aujourd'hui en marbre blanc, de la statuaire grecque, elles étaient peintes en bleu, en rouge. Ça a été découvert depuis. Et donc, sa thèse tombe évidemment à l'eau. Quand Le Corbusier a écrit un livre qui s'appelait « Quand les cathédrales étaient blanches »,
magnifiques. Et lui appartenait à l'époque du Bauhaus, il faisait des architectures cubiques blanches, ou en béton brut sans les colorer, puis de temps en temps ils a coloré, mais toujours est-il que c'est un contresens total. Les cathédrales romanes n'étaient pas blanches, elles étaient polychromes, elles étaient peintes, et même grecques, elles étaient peintes en couleurs vives. Donc c'est des contresens historiques, marrants, un peu gênants pour les auteurs, mais au fond, Le Corbusier, il pensait que la couleur détruisait les formes. Donc il était un puriste, il voulait qu'on voit la forme architecturale, et s'il mettait dessus un bleu ou un rouge, chromatiquement, on sait que c'est des couleurs, l'accommodation de l'œil fait que le rouge rapproche, le bleu éloigne, comme pour le bébé. On donne au bébé un objet, un hochet rouge, c'est plus près pour lui. Il va le chercher plus facilement qu'un bleu. Alors, il y a des complexités, disons, physiologiques, et puis il y a les idéologies. Et Le Corbusier voulait célébrer la forme architecturale, et il ne voulait pas mettre de la couleur dedans qui aurait détruit les formes. Jusqu'au moment où il a un petit peu changé d'avis et il s'est mis à peindre le béton comme dans la Cité radieuse à Marseille, pour différencier, parce que quand vous avez une cité radieuse de 2000 appartements tous pareils, ça faisait plaisir à l'occupant, et donc l'architecte se sentait une obligation que le balcon en béton soit de temps en temps peint en bleu ou en rouge. Moi j'habite là où il y a le balcon bleu. Bon, il y en avait beaucoup de balcons bleus, mais en tout cas, c'était des indications contradictoires. C'est plein de contradictions, le domaine des couleurs. J'aurais dû le dire billet en tête, mais les contradictions, ce sont les contradictions entre des époques, entre des sociétés, entre des civilisations, et puis à l'intérieur même du langage d'un artiste ou d'un designer ou d'un architecte, il a bien le droit de chercher et aller jusqu'au bout d'une démarche et puis en changer ensuite. Quand Matisse repeint un tableau, un de ses plus célèbres, qui était toute de tendance bleue, il le repeint en rouge, ou bien Picasso, on voit bien quand il peignait, il repeignait une surface bleue en rouge soudain parce qu'il était sur une orchestration des couleurs, il y a tout un vocabulaire musical aussi sur les couleurs, et c'est sa liberté d'artiste, et bravo. Bon. Donc il n'y a aucune critique dans ce que je dis là, c'est juste dire à quel point c'est un domaine difficile d'approche, et plein de contradictions sociales, personnelles. C'est beaucoup plus difficile que de dire 2 et 2 égale 4, même si ça n'a pas de couleur. Un des paradoxes de notre époque, c'est que quand vous achetez un ordinateur et un écran, on vous dit vous avez 50 millions de couleurs. Bon. Effectivement, celui-là, il n'en a que 20, et celui-ci, il coûte simplement 50 € de plus, et vous avez 50 millions de couleurs. C'est l'argument de vente, comme quand vous achetez une machine à laver, on vous dit il y a 14 programmes. Vous n'allez jamais en utiliser que 1, peut-être quelquefois 2, mais l'argument de vente. L'évolution de notre cerveau fait qu'aujourd'hui, on est sensible à une gamme de couleurs extrêmement réduite. Dans l'usage courant, avec 10 couleurs, 15 couleurs, parce que je vois à travers ce salon, chez Gallimard, je vois des arbustes en fleurs, etc., qui verdissent avec le printemps. Il y a toutes sortes de verts différents, mais pour moi, ils sont verts. Je suis dans le vert. Ces buissons ne sont pas bleus. Bon, ils sont pas jaunes, ils sont verts. Je simplifie, parce que pour agir, il faut forcément simplifier. Le cerveau a des filtres qui enlèvent toutes les complications, le bruit dans le message, et j'ai besoin de savoir que le feu rouge, il est rouge ou qu'il est vert, et puis je suis content d'être voir le jardin qui est vert. Bon. Puis il va être à l'automne, il va rougir. Bon. On a une simplification de notre sensibilité. Alors nous vendre aujourd'hui un écran d'ordinateur qui a 50 millions de couleurs, c'est du baratin. Bon. En revanche, quand je suis dans le domaine de l'imagerie médicale, ou astrophysique, j'affiche avec des fausses couleurs une tumeur dans le cerveau ou des corps célestes ou des galaxies. Je sais que si c'est bleu, ça s'éloigne, si c'est rouge, ça se rapproche. À ce moment-là, l'interprétation par des fausses couleurs des fréquences que je reçois est extrêmement important. Voir que l'univers est en expansion, qu'on voit les galaxies qui s'éloignent, qui vont dans le bleu, c'est une indication scientifique. En fait, elles ne sont pas bleues.
Aujourd'hui, on voit des images scientifiques comme des pots de confiture chez le marchand de couleurs. C'est très séduisant, c'est très joli, mais en même temps, c'est très utile pour les chercheurs de voir un trou qui soit noir. Les gens, ils ne sont pas noirs. D'ailleurs, ils n'émettent pas de lumière. Alors, on pourrait dire c'est pour ça qu'ils sont noirs. Mais disons, on est dans la confiture, dans les images scientifiques astrophysiques. C'est d'une beauté faramineuse et c'est important pédagogiquement aussi dans les écoles et pour le plaisir de tout le monde. Il n'y a que des fréquences en fait qu'on capte. Alors par exemple, le nouveau télescope, là, il va capter les infrarouges. Avant, on ne voyait pas les infrarouges. Bon. Et nos yeux ne perçoivent pas les ultraviolets ni les infrarouges. Mais ces fréquences existent. Et ce sont des corps célestes, des espaces, des filaments de galaxies ou des cordes ou des nœuds, selon les limites de l'astrophysique qu'on utilise aujourd'hui. Mais ce sont des indications scientifiques. Alors là, ce langage-là, ça devient un langage de couleur qui permet d'afficher clairement, distinctement et rapidement des informations scientifiques sur les corps célestes. C'est un progrès majeur, mais il faut bien se rappeler que ce n'est pas une réalité, c'est une interprétation codée. Elle est codée internationalement. Il y a beaucoup de représentations d'artistes des images astrophysiques. Bon, on en représente une galaxie, c'est très beau, c'est très bien fait d'ailleurs aussi. Généralement, on s'attend à ce que l'artiste respecte le cahier des charges et donne une image scientifiquement correcte. D'ailleurs, à ce propos, une chose amusante, on a découvert il n'y a pas longtemps que les ciels de Van Gogh, qu'il a fait à Arles notamment, il était tellement attentif, alors qu'on croit toujours qu'il donne des coups de pinceau, disons, un gestuel lyrique. Et on s'est aperçu en retournant voir les ciels à cette latitude et longitude à son époque, les jours où il a peint ses tableaux, et on le sait par ses lettres à son frère Théo. Hier soir, j'ai peint le ciel à côté du café central d'Arles. On s'aperçoit qu'il respectait la position des étoiles dans le ciel et la grosseur du message lumineux qu'on recevait des différentes planètes ou étoiles. C'est intéressant parce que déjà, c'était un peintre, c'était pas un astrophysicien qui affichait des connaissances scientifiques le plus rigoureuses possible, mais lui aussi libre qu'on pouvait le penser, ayant bu pas mal d'absinthe éventuellement au café avant d'aller peindre dehors, il avait ce souci de rigueur. Bon. C'est vraiment un détail historique vraiment intéressant. Il y a un usage scientifique tout à fait incontournable aujourd'hui des couleurs. Et là, on peut effectivement non pas aller dans les 50 millions de couleurs, parce que ça deviendrait illisible, mais on n'a pas de raison de se limiter dans les nuances qu'on utilise sur l'écran. C'est important de comprendre d'où on vient, de comprendre comment ça fonctionne et de se demander où on va. Ce qui ressort des recherches que j'ai pu faire, c'est qu'à l'heure actuelle, après avoir été depuis le début du XXe siècle, depuis les fauvistes, dans une période de plus en plus subjective de la couleur, en dehors des phénomènes de mode qui sont du marchandage capitaliste, qui sont un pouvoir financier, indépendamment de ça, qui a continué à jouer un rôle important, mais pour les gens riches qui peuvent s'habiller selon la mode, ça s'est popularisé depuis, j'en conviens. Mais l'idée que la couleur, chacun selon ses goûts, a dominé. Et maintenant, c'est encore vrai, avec un héritage de symboliques qui sont très anciennes, qui ont été repensées. Le vert, par exemple, qui est devenu la couleur écologique. Ça, c'est une décision idéologique, parce qu'on aurait aussi bien pu choisir le bleu du ciel. Et puis le vert aussi qui évoque la nature. Si vous demandez à quelqu'un, peignez-moi une boîte de gouache, mettez-moi un beau vert nature sur la page, ou mettez-moi un beau rouge couleur des pompiers, ou un beau jaune couleur de la boîte à lettres. Les gens choisissent une couleur très saturée, c'est-à-dire très vive, un rouge très fort, beaucoup plus fort que le rouge des voitures de pompiers, beaucoup plus bleu que jamais aucun ciel ou aucune Méditerranée ne peut être bleu, beaucoup plus jaune que les boîtes à lettres toujours salies, etc. Donc notre sensibilité aux couleurs s'est réduite aussi.
Le cerveau suit la mode, les changements d'idéologie, et par exemple, le paysan, à 50 mots, il distingue 50 variations du jaune du champ de blé parce qu'il surveille la maturité pour faire la récolte juste à temps et pas attendre qu'il y ait un orage ou une tornade. Nos amis du nord du Canada, ils ont pour la couleur de la glace 50 mots aussi, pour être sûr qu'ils vont pouvoir marcher sur cette glace, pas passer à travers, que l'ours blanc ou le phoque qu'ils chassent va aussi pouvoir venir dessus. Et nous n'avons plus qu'un mot blanc, on n'utilise plus 50 mots pour dire le blanc. Bon, c'est comme le rouge du feu rouge, il est rouge, point. Bon, on n'a pas besoin de 50 mots pour le dire. Le vocabulaire aussi se gonfle ou se réduit selon le milieu de vie, selon les usages sociaux. Tout ça, c'est de la sociologie qui a des raisons d'usage et qu'on comprend et qui varie beaucoup selon les époques et les sociétés. Alors, mon point actuellement, et ça c'est bien important, nous sommes dans une société extrêmement individualiste. Tout le monde s'en réjouit et tout le monde en profite. Ça, c'est l'impression que nous avons ou que nous cultivons de l'individualisme, parce que l'individualisme, on l'a inventé au XIXe siècle avec la littérature, la psychologie, la psychanalyse, etc. Mais il y a eu beaucoup plus dans l'histoire de l'humanité de sociétés collectivistes, indivises, extrêmement régulées, comme on a actuellement en Chine. L'individualisme, on va dire bourgeois, parce que ça correspond à l'époque du XIXe siècle, la domination de la classe bourgeoise. En fait, nous avons encore l'illusion d'en jouir et de le cultiver. Mais la société actuelle le permet de moins en moins. Et ça fait peut-être partie des raisons des révoltes, des gilets jaunes, des gilets bleus, des gilets rouges, etc. Une frustration par rapport à ce qui représente le pouvoir dans notre société, c'est-à-dire l'économie, l'élite, les journalistes, etc. Parce qu'actuellement, dans une société de plus en plus urbaine, l'exil rural est un fait établi. On a maintenant des méga villes urbaines de 20, 30, 40 millions d'habitants, même à Mexico, en Chine. Il faut gérer cette masse humaine, comme il faut gérer les dossiers à l'hôpital, comme il faut gérer la chaîne du froid des produits qu'on vend au centre commercial. Et donc, il faut des échelles de couleurs codées internationalement. Quand je suis en Afrique, je ne peux pas dire le feu était bleu, donc j'ai cru que je pouvais passer. Le feu est rouge en Afrique aussi. Il est rouge dans tous les pays du monde. Il y a une internationalisation du langage chromatique qui est nécessaire à cause de la mondialisation. Et il y a la vitesse. Je ne veux pas que je me pose des questions si le feu est vaguement rouge ou s'il est vaguement vert. Donc il y a une réduction de la gamme chromatique dont je parlais tout à l'heure, et c'est aussi une question de gestion des biens, des idées, des dossiers et des personnes. On ne peut plus avoir dans le langage social des couleurs une anarchie comme celle des fauvistes. Alors, ça nous annonce quoi? Parce que quand je dis plus une société se déstructure, plus les codes de couleurs se déstructurent. Quand une société se rigidifie, les codes de couleurs, qu'ils soient religieux, magiques ou capitalistes, se rigidifient aussi. Aujourd'hui, nous avons une diminution de la gamme des couleurs, une diminution de notre vocabulaire des couleurs, une diminution de notre sensibilité aux couleurs. Je n'ai plus un plaisir particulier à voir un bleu qui est un petit peu plus jaune ou un petit peu plus vert. Ma vision aussi s'est simplifiée avec les idées de mon cerveau. Et pour l'instant, cette réduction de la gamme des couleurs, cette rigidification des codes chromatiques nous annonce une société beaucoup plus régulée, beaucoup plus contrôlée. Et contrairement aux apparences que nous avons encore, cette sorte de subjectivité des couleurs dont nous jouissons aujourd'hui, c'est peut-être le champ du signe des sociétés très libérales. On voit bien d'ailleurs que dans les sociétés que nous annonce la science-fiction ou George Orwell, Les animaux de la ferme, on voit bien que tout est de plus en plus contrôlé par le grand ordinateur central. Et puis, si j'en crois aussi les fondamentalistes du numérisme actuellement, les post-humanistes, etc., on va dans des sociétés de plus en plus machinées ou machinisées, déshumanisées, où les couleurs, il faut bien que le cyborg, il faut bien qu'il reconnaisse un jaune, un bleu, un vert, pour tuer, ne pas tuer, etc.
Alors, c'est un peu préoccupant, mais ce que je dis, c'est qu'actuellement, cette réduction de notre sensibilité, de notre vocabulaire, de notre gamme chromatique dans notre société, c'est nécessaire à cause du danger de la vitesse. Bon, c'est nécessaire pour contrôler la gestion, comme les codes barres. Bon, et ça nous annonce une société moins individualiste que celle dont ma génération a profité, avec une liberté individuelle très grande. Ça peut plaire ou ne pas plaire, je ne sais pas si on est plus malheureux dans une société plus individualiste où on aura plus de suicides, je reprends Durkheim, une société plus contrôlée, plus régulée, avec un langage chromatique avec du pouvoir, peut-être ça va faire une société plus solidaire, où il y aura moins d'anxiété, de mal-d'être romantique, et il y aura moins de suicides. Ça, c'est des questions de valeurs qui ne relèvent pas de la science, mais on peut constater une évolution des idées et des comportements. Et c'est ça que la mythanalyse des couleurs, qui est une partie de la sociologie des couleurs, nous dit. La mythanalyse des couleurs nous analyse les tendances irrationnelles de la couleur, les déstructurations de la couleur. Et la sociologie nous dit au contraire à quel point les couleurs deviennent un langage institutionnel. Autrement dit, à partir de ces notions de couleur à laquelle on ne comprenait pas grand-chose, et on ne comprend toujours pas grand-chose, dans la pensée ordinaire, quotidienne, c'est pas une question d'élite ou autre, c'est un phénomène général. Bon. Et on avait du plaisir à ce que les couleurs soient libres. On en a beaucoup joui. Ça faisait vraiment partie du plaisir, ça fait encore partie du plaisir. Bon. Si je venais aujourd'hui avec un chandail, avec un quadrillage jaune et rouge et bleu comme un perroquet, j'aurais peut-être du plaisir à venir provoquer la caméra. Bon, je le ferai peut-être pour une émission populaire à la télévision, pour me faire remarquer qu'on parle de moi, faire du buzz. La société, justement, garde ces exceptions, comme la soupape du carnaval. L'exemple est très, très important, j'en parle dans l'introduction de ce livre. La fête de la couleur en Inde, c'est le moment où dans cette population de 1,4 milliard d'habitants maintenant, les gens, quelle que soit leur caste sociale, qu'ils soient des intouchables ou des gens de la haute société, c'est pendant 3 jours, ça correspond au cadran de l'année, et ils ont le droit de se jeter des confettis de n'importe quelle couleur, des seaux d'eau colorés au visage. C'est comme le carnaval de Rio, c'est comme le carnaval dans la société grecque ou romaine antique, c'est un moment de défoulement. Ça fait que c'est la soupape qui saute pendant 3 jours, tout le monde en profite, on peut faire n'importe quoi, et puis c'est fini après. Après, on revient à l'ordre social, au langage social, où les couleurs sont un langage intégrateur. Et ces soupapes-là, entre la rigidité, la liberté accordée pendant 3 jours, bon, c'est des mécanismes sociaux qui permettent de contrôler, d'encadrer l'irrationnel de la couleur. Vous pouvez être irrationnel pendant 3 jours. C'est comme ça que ça s'organise. Donc on voit bien que quand on y réfléchit un peu plus, on est devant ce que Durkheim appelait un phénomène social total, qui se démonte, si je puis dire, je ne dirais pas assez facilement, parce qu'il n'y a encore personne qui a fait ce travail que je fais là. C'est la première fois qu'on parle de la couleur, pas seulement du point de vue historique de l'érudition, comme a beaucoup fait Michel Pastoureau, à qui je tiens à rendre hommage au passage, mais cette sociologie de la couleur, dont Pastoureau disait qu'elle n'est pas possible, oui, elle est possible, je l'ai faite. Et pas seulement la sociologie, mais aussi l'analyse de l'irrationnel. Alors maintenant, on trouve naturellement dans les médecines douces, dans les chromothérapies, on trouve toutes sortes d'applications où on vous dit que, comme les points d'acupuncture, ce sont des médecines orientales, chacun a une couleur, et donc on vous fait un bain chromatique pour vous guérir. On croit au pouvoir magique des couleurs. Ça demeure à travers une société de plus en plus massifiée comme aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui y croient. Et puis quand vous allez chez le pharmacien, si vous achetez des pilules pour dormir, il est sûr que les pilules ne seront pas rouges. Bon. Si vous avez un problème cardiaque, c'est sûr que les pilules ne seront pas rouges non plus.
Parce qu'au fond, dans l'idéologie ordinaire, c'est encore là. C'est encore très important. Mais c'est un peu n'importe quoi parce que c'est contradictoire d'une société à l'autre et puis ça peut parfaitement changer. Le monde des couleurs, c'est un monde extraordinairement parlant. Existentiellement, on le vit tous avec une grande importance. On choisit quand même ses couleurs de ses vêtements avec un certain soin. Bref, la couleur, ce n'est pas n'importe quoi. On décide que c'est une expression où on affiche sa liberté, ou une expression où on affiche son pouvoir ecclésiastique, où on veut passer pour un individu libre, un artiste. Mais il y a une époque aussi où les artistes aimaient bien avoir la veste à la Mao, parce que c'était l'époque où Philippe Solers était maoïste et Jean-Paul Sartre aussi. Alors vous voyez tout le relativisme de ces phénomènes-là. Maintenant, c'est fait. J'ai travaillé sur la mythanalyse sur le domaine des couleurs, qui était le plus inattendu et le plus difficile, mais finalement le plus parlant, parce que comme il est difficile et qu'on voit bien que le langage est démonstratif, je crois que la démonstration est faite. Donc mon prochain livre, ça sera « Qu'est-ce que la mythanalyse ?»